Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer ce conseil municipal du 14 mai 2025 par l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Monsieur Denis. Madame Cissé. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau. Monsieur Soronellas. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Havet. Madame Personne. Monsieur Carrard. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Diaby. Madame Ankanka. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Merci. Nous ouvrons cette séance du conseil municipal et nous commençons par la nomination d'une secrétaire de séance, si elle le veut bien, Madame Anne Page. Vous l'acceptez, merci. Et donc nous passons au point d'information. Le premier point donc les informations générales. Le premier point, vous avez certainement dû recevoir dans le magazine municipal une information relative au lancement d'un achat groupé de gaz et d'électricité verte qui est lancé donc par la ville avec le partenariat lié avec Ecodigo. Donc l'ensemble des Nocéens peuvent se préinscrire gratuitement et sans aucune obligation, sans aucun engagement, jusqu'au 15 juin seulement. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire. Donc cela nous permettra, avec la force du nombre, de négocier avec un tarif avantageux, comme nous l'avions fait également sur la mutuelle municipale et comme nous vous présenterons également un dispositif pour la rentrée scolaire. Donc nous avons 3 réunions publiques qui sont organisées, qui sont indiquées également dans le magazine municipal. Le jeudi 22 mai à 19h ici même à l'hôtel de ville. Le mardi 27 mai à l'hôtel de ville également à 15h. On a choisi un autre créneau horaire pour que celles et ceux qui terminent tard ou qui sont disponibles en début d'après-midi puissent venir. Également le mercredi 28 mai à 16h à Marcel Pagnol cette fois. Donc encore une fois, vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 15 juin. Ceux qui ne seront pas préinscrits ne pourront pas bénéficier des offres. Donc n'hésitez pas à le faire rapidement. Deuxième point sur les commerces. Vous le savez, depuis quelques semaines désormais, nous avons un nouveau marché, donc le marché de Maison Blanche, un marché qui est sur un créneau très particulier puisque c'est un marché de fin de journée, donc de 16h30 à 20h. Vous pouvez retrouver ce marché qui a une dominante alimentaire mais qui est diverse avec beaucoup de commerçants qui sont présents sur nos 2 autres marchés, donc le marché de la patinoire et celui de l'église. Donc ouvert tous les jeudis soirs de 16h30 à 20h. N'hésitez pas à y participer de manière à faire vivre les commerçants et si cela fonctionne bien, cela permettra de faire durer ce marché. Et le dernier point sur les inaugurations à venir, plusieurs inaugurations importantes à venir. Alors, le jeudi 12 juin, on en a parlé lors des différentes commémorations, que ce soit le 19 mars ou le 8 mai dernier. Nous avons, en partenariat avec l'Éducation nationale, souhaité mettre à l'honneur des compagnons de la Libération, donc des personnages, des grandes figures avec des parcours politiques, géographiques divers, qui permettent d'être pour les faire installer dans les écoles élémentaires de la ville et pour que nos jeunes enfants
également fasse connaissance avec le parcours de ces femmes et de ces hommes qui ont libéré la France et qui ont contribué à ce que la France soit libre. Et donc nous aurons le jeudi 12 juin la présentation des 2 premiers bustes, celui d'Achille Peretti et celui de Pierre Brossolette, donc qui se feront en principe à l'Hôtel de Ville. Et donc ensuite nous doterons l'ensemble des écoles élémentaires de différents bustes qui sont fabriqués par un des sculpteurs du musée Grévin et qui sont financés notamment grâce au fonds de dotation que nous avons créé, le fonds Nobilia. Le dimanche 15 juin prochain, nous aurons également l'inauguration de la nouvelle place Stalingrad, de la fin des travaux de renaturation et de la contre-allée Max Dormois, qui sont très accessibles. Enfin, dès maintenant, le chantier est à moitié ouvert, donc vous pouvez vous y balader, vous approprier ces lieux, en tout cas pour la contre-allée Max Dormois. Et donc nous poursuivrons également l'extension de la halle commerciale donc de Neuilly Village, avec un nouvel espace, avec des créateurs qui pourront s'y installer, donc sur la place de l'église, en même temps que d'autres commerçants qui s'installeront sur ce même espace. Et vous découvrirez ça le dimanche 15 juin. Je précise qu'avec la renaturation qui a été entreprise, 2500 mètres carrés ont été ajoutés à la place, ainsi que 293 arbres qui ont été plantés, en plus de multiples buissons et arbustes. Et une dernière date à retenir et à inscrire dans vos agendas, le samedi 21 juin, avec une balade inaugurale sur 3 secteurs de la ville qui n'avaient pas bénéficié d'aménagement et d'investissement importants de la ville, mais nous avons souhaité que tous les quartiers puissent bénéficier d'équipements de proximité et de qualité. Et ce sera notamment l'inauguration du square des Primes Verts, du square des Amis, donc juste à côté de la patinoire, derrière la patinoire très exactement, et du square de l'Avenir situé sur l'avenue de Maison-Blanche en face de l'école Jean Jaurès. J'en ai terminé pour les informations générales et je cède la parole à Madame Lacroix pour le premier point relatif au Fonds de solidarité de la région Île-de-France, le FSRIF. Oui. Oui. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues, bonsoir mesdames et messieurs. Avant de commencer l'examen des délibérations, je souhaitais prendre quelques instants pour faire une déclaration. Je prends la parole aujourd'hui avec un mélange d'émotion, de gravité, mais aussi de soulagement. Depuis les dernières élections municipales, j'ai eu l'honneur d'être élue au sein de la majorité municipale de Neuilly-sur-Marne. Mon engagement s'est inscrit dans une démarche sincère, portée par un espoir collectif de renouveau et de coopération entre sensibilités différentes. J'y ai cru profondément. J'ai donné sans compter de mon temps, de mon énergie, de mon expérience, de ma bonne volonté. Je l'ai fait avec le cœur, parce que je crois aux valeurs de l'intérêt général, de la solidarité et du service public. Mais force est de constater que l'idéal que je portais, que je pensais partager, s'est heurté à une réalité bien différente. Au fil des mois, j'ai vu s'installer des fonctionnements qui fragmentent l'équipe plutôt que de la fédérer, une gestion hiérarchisée et opaque dans laquelle certains élus, dont moi-même, ont été progressivement écartés, marginalisés, même invisibilisés. Un exemple symbolique de cette mise à l'écart concerne le fonds de dotation Nobilia, qui relevait pourtant directement de ma délégation. J'y ai consacré du temps au moment de la réflexion initiale jusqu'à la création du dispositif, en passant par des réunions de structuration sur les statuts, les assemblées générales. J'ai même été nommée vice-présidente. Et pourtant, lors d'une assemblée à laquelle je n'ai pu assister pour des raisons professionnelles, malgré une demande claire et argumentée de modification de date, j'ai découvert des semaines plus tard, par un simple compte-rendu, que j'étais évincée de cette structure, sans discussion, sans information préalable, sans même un mot. Depuis, je n'ai plus jamais reçu le moindre mail ou compte-rendu concernant ce fonds, alors qu'il fait toujours officiellement partie de mes attributions. Ce type de procédé, à la fois froid et déloyal, m'a profondément atteinte. Il en dit long sur la manière dont certains élus sont considérés. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'ai été témoin de méthodes que je ne peux plus accepter, des pressions individuelles, des convocations ciblées, des exclusions implicites ou assumées, jusqu'à l'effacement même de notre présence dans les magazines de la ville. Comment peut-on demander à certaines personnes d'arrêter de nous parler ou de nous fréquenter ? Nous sommes dans un pays libre, nous ne sommes plus des enfants non plus. Je n'ai jamais été dans le calcul, je n'ai jamais cherché un poste ou une reconnaissance personnelle. J'ai toujours voulu servir avec sincérité et droiture.
C'est peut-être ce qui, paradoxalement, a été perçu comme une gêne, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux plus cautionner ces méthodes et je refuse que mon silence soit interprété comme une forme d'adhésion. Donc, par respect pour moi-même, pour ceux qui m'ont fait confiance et pour l'éthique que je défends, je vous annonce que je me retire de la majorité municipale. Je rends ma délégation, tout en conservant mon mandat de conseillère municipale de manière indépendante, afin de continuer à représenter les habitants avec loyauté, mais en toute liberté. Je tiens à remercier les nombreux agents, bénévoles, élus, habitantes et habitants avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Mon engagement citoyen reste intact, mais il doit désormais prendre un autre chemin dans un cadre plus respectueux, plus sincère et plus humain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je regrette, Madame Abadi, vos mots qui ne reflètent pas la réalité. Nous avons échangé à ce sujet, et notamment sur le fonds de dotation. Vous savez ce qu'il en a été. Nous avons une explication à ce sujet. Et si vous levez les yeux au ciel ou vous haussez les sourcils, peut-être n'avez-vous pas gardé mémoire de nos échanges. Moi, j'en ai gardé une mémoire très claire. Nous avons fait appel à un spécialiste des fonds de dotation qui a réduit le nombre de membres du bureau, mais vous y êtes toujours. Donc, si vous considérez que cela a été une éviction sans justification, je pense que vos propos ne sont pas très en lien avec la réalité. En tout état de cause, je considère, mais que la loyauté, elle doit être réciproque, et quand il y a des moments sur lesquels la loyauté de certains est mise à l'épreuve et qu'ils n'arrivent pas à renouer ce lien de confiance, je considère effectivement qu'il y a une rupture de confiance. Et sur la présence, dans le magazine municipal, encore faudrait-il être présent aux événements pour pouvoir y figurer. Si vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas y figurer. Donc c'est une. Je peux juste répondre. Non, mais je vous ai entendu, je vous réponds et je prends acte de votre départ de la majorité municipale. Juste à la suite des informations générales, pas la suite de ce que dit Madame Abadi, parce que je la laisse la responsabilité et elle est assez grande pour se défendre elle-même. En termes de loyauté, effectivement, il y a eu, dans les informations générales, vous avez cité, Monsieur le maire, les bustes qui sont installés, et ça m'intéresse, des gens qui ont défendu la France. J'aimerais savoir sur quels critères vous avez choisi ces bustes-là. Et dernier point, pendant la commémoration, vous avez cité un nom qui effectivement a été un résistant, mais qui a été un résistant secondaire. Si vous connaissez l'histoire, M. Achille Peretti, ancien maire RPF de Neuilly-sur-Marne, qui a fondé cette formation avec le général de Gaulle, n'a été qu'un résistant secondaire. Parce qu'il y a d'autres résistants, et j'aimerais savoir sur quels critères. Monsieur Alté, la liste des... Alors, encore une fois, c'est une information qui est donnée, il n'y a pas de débat là-dessus, et peut-être que si vous étiez présent au dernier groupe majoritaire, vous auriez pu en parler, parce que tous ces éléments ont été exposés. Et les résistants, les compagnons de la libération, pour pouvoir y figurer, il faut avoir été admis à l'ordre de la libération. C'est un ordre très sélectif. Il y a 1000 personnes qui sont membres de l'ordre de la libération. Et si vous vous étiez intéressé à la liste, il y a des personnes de manière très diverse, au parcours très divers. Achille Peretti, comme Pierre Brossolette. Il y en a deux qui ont été cités, Achille Peretti et Pierre Brossolette, les deux en même temps. Donc j'ai dit Achille Peretti et Pierre Brossolette. Pour quelle raison? Parce que Achille Peretti, il est compagnon de la libération, il était commissaire de police, il a fondé l'ordre. Vous savez, sur les 1038 compagnons, le dernier c'est Churchill, à qui De Gaulle a réservé la dernière place. Monsieur Alté, il n'y a pas de débat à ce sujet, c'est une information qui est donnée. Parce que je suis très attaché à la libération très bien. et aux actes des... Je regrette votre position. Mais excusez-moi, Madame Lacroix, non, il n'y a pas de débat, Madame Abadi. Mais je veux répondre il n'y a pas de débat. Vous m'avez, excusez-moi, vous venez de m'accuser de non-loyauté. Je vous ai répondu. Vous m'avez dit qu'il y avait eu un manque de loyauté. Je vous ai répondu que pour moi, c'est réciproque. Déjà, c'est pas le terme que j'ai employé. Si, c'est ce que vous avez dit. Mais, non, c'est plus vous qui venez de m'accuser de ça. Non, simplement, être informé pour le fonds de dotation que les statuts ont changé, que ça a diminué de membres,
4 mois après par un compte rendu, excusez-moi, ce n'est pas être informé en temps et en heure. Voilà, et je le découvre dans un compte rendu que j'ai reçu par mail. On a eu un échange après. Oui, on a eu un échange en mois de novembre. Madame on a Abadi, eu des... Voilà. soyez respectueuse de l'instance dans laquelle vous siégez. Très Madame bien. Lacroix, je vous cède la parole pour le Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Merci, bonsoir à tous. S'agissant du Fonds de solidarité de la région Île-de-France, la commune de Neuilly-sur-Marne reçoit une dotation provenant d'un fonds de solidarité alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes les plus riches de la région Île-de-France. La dotation 2024 du Fonds de solidarité région Île-de-France est de 3 797 139 €. Les élus prennent acte de cette communication. Je vous en remercie. Y a-t-il des observations sur ce point, le Fonds de solidarité? Non. Nous prenons acte. Je vous remercie. Monsieur Cressin, la convention de mise à disposition d'installations sportives au profit de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Oui, tout à fait. Alors c'est donc une convention de mise à disposition d'installations sportives au sein de la municipalité au profit de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris présents sur notre sol, enfin sur notre territoire. La municipalité souhaite poursuivre et entretenir le partenariat avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et pour ce faire, l'accès aux équipements sportifs de la ville. C'est donc à ce titre que la piscine plein soleil est mise à disposition en faveur du personnel du centre de secours de Neuilly-sur-Marne, petite parenthèse qui dépend de la 24e compagnie des sapeurs-pompiers. La mise à disposition est prévue pour une durée d'1 an à compter de sa signature et renouvelable tacitement. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition d'installations sportives à titre gratuit entre la ville de Neuilly-sur-Marne et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et plus particulièrement du centre de secours de Neuilly-sur-Marne, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition, ainsi que toutes les pièces afférentes, et le cas échéant, à le résilier. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Cressin. Donc nous poursuivons ce partenariat fort. Et d'ailleurs, je précise qu'il y a la journée porte ouverte de la caserne, je crois le samedi 28 mai, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et nous avons un partenariat similaire avec la police nationale. Oui. Y a-t-il des questions, des observations sur le point? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, Monsieur De Chauvigny, sur la charte d'engagement au programme métropolitain, escale touristique métropolitaine. Bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire. Donc, vous avez pu le constater, nous avons fait depuis le début de notre mandat de Neuilly-sur-Marne une vraie ville touristique, toute proportion gardée bien sûr. Et nous nous efforçons de faire venir des touristes à Neuilly-sur-Marne. Comment? Déjà par la rénovation du camping. En 2024, il y a eu plus de 22 000 campeurs qui sont venus à Neuilly-sur-Marne. Et depuis 2024, oui. Et 2025, plus de 4 000. Donc, déjà de très bons résultats. On a organisé des balades en bateau. On a rénové les bords de Marne. On a créé une zone éphémère de baignade et on a créé aussi une auberge de jeunesse. Et c'est pas fini, on a encore pas mal de projets à mettre en place, notamment sécuriser et mettre aux normes le port et créer une zone de baignade, celle-ci pérenne. Pour cela, on a besoin bien sûr d'aide technique, d'aide financière, d'aide stratégique, et c'est la métropole du Grand Paris qui peut nous aider parce que elle met en place des choses pour nous accompagner sur ces projets. Et donc, pour cela, il suffit d'adhérer à la charte qui est en pièce jointe. Donc, il est demandé à l'Assemblée d'approuver les termes de la charte d'engagement escale touristique métropolitaine et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la charte d'engagement escale touristique métropolitaine de la métropole du Grand Paris.
Merci beaucoup, Monsieur de Chauvigny. Donc, comme vous l'avez parfaitement rappelé, la ville de Neuilly-sur-Marne est désormais sur la carte des touristes. D'ailleurs, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis nous a également mis à l'honneur dans sa grande carte des lieux à visiter en Seine-Saint-Denis. Et ce matin, j'étais au COPIL, au comité de pilotage organisé avec le préfet de la région Île-de-France, en présence de la ministre, de la maire de Paris, du président de la métropole du Grand Paris, et Neuilly-sur-Marne a été la ville la plus citée de tout le COPIL, avec un engagement remarquable pour la préservation de l'environnement, avec l'aménagement du port, la sécurisation du port et la baignade, dont nous parlerons juste après également. Et depuis 2021, les investissements qui ont été réalisés ont non seulement permis de générer des recettes pour la ville, en plus de l'attractivité économique et du développement économique, mais cela permet également de développer les missions de service public. Cet après-midi, nous avions par exemple des tout jeunes Nocéens, des petits Nocéens des centres de loisirs sur nos bateaux électriques qui ont découvert la Marne, donc ils étaient ravis. Y a-t-il des questions ou des observations ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? 3 abstentions ? Vous avez 2 pouvoirs ? Ok. Très bien. Ouais. C'est noté. Merci beaucoup. C'est adopté. Madame Martenot, le point numéro 5, la convention constitutive d'un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché d'études sur les profils de baignade en Marne. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, depuis 2020, la municipalité a lancé un vaste programme de développement touristique des bords de Marne avec la création du pôle Les Rives de Paris, concernant la réouverture du camping municipal, une auberge de jeunesse et la requalification de la place Stalingrad et des bords de Marne, ainsi que la mise en service de ces fameux bateaux électriques. Les prochaines étapes incluent le réaménagement du port de plaisance et l'ouverture d'une baignade en Marne, nécessitant des travaux d'assainissement et de sécurisation des installations, notamment face au risque de crue et à la nécessité de moderniser les réseaux. Le projet de piscine naturelle s'inscrit dans la dynamique des plans Marne propre et baignade en héritage des Jeux olympiques et paralympiques 2024. La ville, candidate à une baignade pérenne pour 2026, doit poursuivre des études sur la qualité de l'eau et identifier toutes les sources de pollution pour garantir la sécurité sanitaire. Plusieurs communes voisines sont également intéressées par l'ouverture des sites de baignade, rendant pertinente la mutualisation des études et la rédaction des profils de baignade. Le syndicat mixte Marne Vive, déjà engagé dans l'amélioration de la qualité de la Marne, apparaît adapté à ce groupement de commandes, permettant cohérence et économie d'échelle. Le financement sera assuré de 50 à 80% par l'agence de l'eau. Le reste sera réparti selon la nature des missions entre le syndicat et les communes concernées. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention annexée et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que toutes les pièces afférentes et le cas échéant à la résilier. Vous êtes invités à délibérer. Merci Madame Martenot. Effectivement, le syndicat Marne Vive, donc qui est en lien avec le département du Val-de-Marne, parce que le Val-de-Marne avait initié sa démarche depuis 2018. Donc ils étaient en avance, et nous sommes pour le coup le seul site de la Seine-Saint-Denis à pouvoir bénéficier de la baignade, les autres villes étant l'île Saint-Denis et Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine après 2030 et l'île Saint-Denis dans plusieurs années. Y a-t-il des questions ou des observations ? Non. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Monsieur de Chauvigny, à nouveau sur la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2026. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter la taxe locale, la délibération sur la taxe locale des publicités extérieures. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il y a à retenir, c'est que nous souhaitons continuer à aider les petits commerçants en les exonérant de cette taxe pour les enseignes de moins de 7 mètres carrés, mais d'aider aussi les moyens et les plus grands en les exonérant, en ne modifiant pas la taxe, ne l'augmentant pas. Donc on reste sur les mêmes montants. Et donc,
Les élus sont invités à se prononcer sur les mesures suivantes, donc maintenir les tarifs de la TLPE comme suit sur le tableau, de rappeler que les enseignes dédiées à l'affichage de publicité visée à non commercial ou concernant des spectacles sont exonérées de la TLPE, de retenir les modalités de recouvrement au fil de l'eau, de rappeler que la taxe sur la publicité extérieure sera recouvrée annuellement par la commune et qu'elle sera payable conformément aux articles L 454-71 du Code des impositions sur les biens et services et aux articles L 2333-14 R 2333-14 et 15 du Code général des collectivités territoriales et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci, monsieur de Chauvigny. Donc, effectivement, exonération pour les petits commerces et maintien pour les autres. Je suis pas aussi doué que vous pour lire les articles. J'ai synthétisé ce que vous avez dit. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 7, monsieur Denis, sur les conventions types d'occupation temporaire d'équipements communaux au profit des associations sportives et culturelles nocéennes. Bonsoir à toutes et à tous. Le conseil municipal de Neuilly-sur-Marne a décidé de renouveler les conventions d'occupation des équipements communaux pour les associations sportives et culturelles pour la période du 1er septembre 2025 au 4 juillet 2026. Ces conventions, qui précisent les modalités d'utilisation des locaux et du matériel communal, visent à soutenir et développer les associations de la ville. Le conseil est appelé à approuver les termes de ces conventions et à autoriser monsieur le maire ou son représentant à les signer et éventuellement les résilier. Les élus doivent délibérer sur cette proposition. Merci monsieur Denis pour ce renouvellement classique. Y a-t-il des questions et des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 8, jumelage avec la ville du Lorrain, présenté par monsieur Soronellas. Bonsoir chers collègues. Dans la dernière séance du conseil municipal, Guillaume de Chauvigny a présenté la politique de jumelage de la ville et il était indiqué que nous serions informés lorsque ces jumelages se feront. Voilà donc le cas, puisque nous avons un jumelage d'ores et déjà signé par la mairie du Lorrain. Le Lorrain, c'est une ville ultramarine, ça n'est pas une ville européenne, quoique on pourrait se demander d'une certaine façon, mais notre politique vise également l'international. C'est une ville de 7000 habitants, c'est la 4e ville de Martinique, et dans une agglomération de 50 000 habitants. Vous avez vu, je suis allé quand même vérifier. Donc l'idée du jumelage, je le rappelle, c'est pas faire du tourisme ou du tourisme industriel, c'est essayer de partager, de comprendre les cultures, les modes de fonctionnement, les opportunités sur les différents territoires, et donc partager ensemble des expériences différentes. Pour conclure, figurez-vous que Lucien Pamphile, qui est le maire du Lorrain, a commencé sa vie professionnelle comme conseiller en mission locale. Ce qui me permet de vous parler un petit peu d'emploi et du fait que la politique de jumelage nous aidera peut-être à mettre en place des outils comme le volontaire international entreprise, qui permet à des jeunes diplômés, de tout niveau d'ailleurs, d'aller dans des conditions très sécurisées, expérimenter quelques mois ou maximum 2 ans de vie à l'étranger. J'ajouterais que d'une certaine façon, nous menons une politique pointilliste. Vous savez que je suis plutôt un scientifique, mais le pointillisme, c'est quand même une technique de peinture où on met des petits points et le sens ne se voit que lorsqu'on le regarde d'un peu plus loin. C'est ce que notre équipe essaie de faire. Et je ne suis pas le dernier à dire qu'il manque un point ou que le point est mal placé. Mais c'est une vie d'équipe. Donc voilà un autre point avec le jumelage de cette ville qui nous permet de dire qu'on a une aide supplémentaire pour monter une vision complète, notamment sur les questions d'emploi, sur les questions de culture, sur les questions d'identité aussi. Donc vous avez à prendre acte et pas simplement à voter, puisque nous avons voté la délibération au précédent conseil municipal.
Merci Monsieur Soronellas et je tiens à saluer Madame Talmancy et son époux qui sont dans la salle. Non, Monsieur n'est pas là, mais en tout cas Madame Talmancy est bien là, ambassadrice du Lorrain, ancienne nocéenne également, et qui a rendu ce premier jumelage possible. Merci beaucoup Madame. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Mesdames et messieurs. Oui, sur ce point-là, effectivement, le jumelage a par définition une vocation, effectivement, Yves l'a rappelé, à rapprocher les cultures. Il y a juste un aspect sur lequel nous, on l'aurait formulé différemment, notamment l'article 1, l'objet de la Convention, au travers d'encourager et soutenir les échanges entre nos concitoyens, c'est le 3e alinéa, agir dans le respect des libertés politiques et religieuses, dans le respect de nos cultures. On est d'accord avec ça, mais la notion même des respects des principes de la laïcité aurait donné plus de poids dans la démarche, plutôt que de préciser le respect, évidemment, des religions, et on est favorable à ce respect-là mutuel, évidemment. Voilà, c'était pour... Mais merci pour cette remarque. Alors, je précise simplement que c'est le protocole du Lorrain que nous avons adopté, et enfin qui a été proposé, et donc c'est celle qui a été adoptée le 10 avril dernier par la ville du Lorrain. Et donc nous avons simplement communiqué le protocole qui nous a été transmis. On en prend acte, et en tout cas... J'ajoute un point, c'est que la notion de boîte à idées, je sais pas, tu as dû voir ça dans le document, cette idée de boîte à idées me paraît une excellente idée. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très ouvert. Exactement. Dans la mesure où il y a engagement des citoyens à mener une action ensemble. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Et pas quelque chose de figé, parce qu'en fait, les jumelages dépendent énormément des personnes qui les animent. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'on pioche dedans en fonction des porteurs de projets réciproques. Merci, messieurs, dames, et merci encore une fois, madame. Soyez-en remerciés, et merci à la municipalité du Lorrain. Madame Amozig, le point numéro 9, la remise des prix du conservatoire. Bonsoir à tous. Tous les ans, les élèves du conservatoire passent des examens de fin de cycle, à savoir cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et les élèves qui obtiennent donc une mention reçoivent une récompense en fonction de la mention obtenue. 99 élèves ont présenté donc des examens, qui soient instruments, formation musicale ou danse. 80 ont obtenu une récompense sous forme de cartes cadeaux allant de 10 à 50 euros. Il est donc demandé au conseil municipal d'adopter les modalités d'attribution des remises de prix proposées, et il appartient aux élus d'en délibérer. Je vous remercie. Merci, madame la première adjointe. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 10 est présenté par monsieur Carrard sur la convention tripartite pour le financement du déplacement d'une sous-station de réseau de chaleur géothermie concédée. Monsieur le maire, chers collègues, la sous-station de chauffage doit être déplacée en raison de la démolition de la dalle Fontainebleau dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Valcoteau, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à l'EPT Grand Paris Grand Est. La sous-station de chauffage qui alimente en chauffage et eau chaude sanitaire la résidence du 4 Esplanade de Fontainebleau et le centre technique bâtiment sera déplacée dans cette résidence au rez-de-chaussée. La société géothermale des Rives de Marne, concessionnaire du réseau de la ville, effectuera les travaux de déplacement financés par GPGE, qui recevra de la commune une compensation du même montant. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention tripartite entre la ville, SGRM et GPGE pour la réalisation et le financement de travaux de déplacement d'une sous-station de chauffage de géothermie communale jointe en annexe. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention et toutes les pièces afférentes, et le cas échéant à la résilier. Les élus sont invités à délibérer.
Merci beaucoup, Monsieur Carrard. Simplement une petite parenthèse sur le NPNRU, donc le renouvellement urbain des Fauvettes qui avance très bien, le relogement avance très bien. La rénovation urbaine concerne donc plusieurs centaines de logements qui seront totalement réhabilités, quasiment une vingtaine de logements neufs, la démolition de la tour du 4 rue du Berry, donc après le relogement évidemment, et des réunions régulières parce que le renouvellement urbain des Fauvettes c'est une chose, mais les relations avec les bailleurs c'en est une autre, et donc nous avons des réunions régulières entre habitants et bailleurs pour pouvoir améliorer les conditions de vie parfois compliquées des habitants qui sont souvent délaissés par les bailleurs. Et ce qui est frappant, c'est que c'est le cas sur toutes les villes de Seine-Saint-Denis. On a des bailleurs qui se dessaisissent un peu de leur patrimoine, qui les laissent mal vivre et mal vieillir, et donc c'est une préoccupation très compliquée qui est partagée par beaucoup de maires de Seine-Saint-Denis. Mais pour en revenir donc à cette délibération, effectivement, il s'agit simplement de déplacer la sous-station pour pouvoir permettre le renouvellement urbain. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, Monsieur Amache. Oui, on profite que le sujet est à l'ordre du jour, pas sur la question du déménagement évidemment, hein, mais cette question du chauffage dans le cadre de la géothermie. On a été interpellé beaucoup de fois sur la mauvaise répartition dans les immeubles de la géothermie. Le chauffage, l'hiver, ils ont eu des gros problèmes dans plusieurs appartements, dans plusieurs, en tout cas immeubles, et ça se répercute dans chaque appartement. Les éléments qu'on a de réponse, notamment avec les services de la géothermie, c'est que l'eau est très calcaire à Neuilly-sur-Marne, en tout cas dans le forage, et que ça mériterait effectivement des moyens suffisants pour entretenir les canalisations et pas avoir des températures trop basses en hiver, surtout qu'on a eu quelques épisodes relativement froids. Donc, profiter de ce déménagement et, le cas échéant, de la réhabilitation des quartiers pour régler ce problème-là. Parce que là, ça a été une année catastrophique, en tout cas dramatique pour beaucoup de foyers. Sur Fontainebleau notamment. Mais alors, si vous avez des remontées sur d'autres bâtiments, je suis preneur. Nous, enfin, sur le différent patrimoine des différents bailleurs, on a des réunions régulièrement avec habitants et bailleurs. Donc, hier soir, j'ai passé 2h30 avec des habitants de plusieurs résidences et leurs bailleurs, justement, sur les problèmes de chauffage et autres. Alors là, par 24 degrés, ça se ressent moins. Et évidemment, les chauffages sont coupés, donc les problématiques se feront ressentir à la période de chauffe, donc fin octobre ou début novembre. Ce dont on a convenu avec les habitants et notamment le bailleur, c'est de se revoir notamment en novembre pour que s'il devait y avoir à nouveau des problèmes, qu'on soit assuré que les sujets sont réglés. Mais je partage la préoccupation. Alors, j'ai pas eu l'explication sur le calcaire, l'eau calcaire. L'eau, c'est la même partout, hein, donc je suis pas certain que ce soit vraiment une explication. Je pense qu'il y a des chaufferies qui sont mal entretenues et qui sont, voilà, on n'est pas plombier ni vous ni moi, mais non, il y a des chaufferies qui sont mal entretenues, qui ne sont pas réparées. Alors parfois vous avez des bailleurs qui n'ont plus les pièces détachées et vous devez attendre plusieurs semaines ou plusieurs jours pour avoir les pièces détachées. Donc c'est une complexité assez importante, mais si vous avez des points particulier, je suis preneur, je convoque les bailleurs et on essaie d'améliorer les choses. Il vaut mieux anticiper maintenant tant qu'on n'a pas de problème plutôt qu'au 15 décembre où il fera certainement plus froid. Merci de votre signalement. Y a-t-il des questions, d'autres observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 11. Monsieur Morera, relatif à la redevance d'occupation du domaine public liée au chantier provisoire de travaux relatifs aux ouvrages de transport et de distribution de gaz et d'électricité pour l'année 2025. Bonsoir à tous. Comme chaque année, une revalorisation de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public concernant les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité doit être fait. Le calcul se fait sur les linéaires.
Pour Enedis, la redevance est de 5 208 € au titre de 2025. GRDF ne nous a pas encore communiqué leur linéaire. Il est ainsi demandé au conseil municipal d'instaurer la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz pour l'année 2025 et de fixer son montant au plafond réglementaire du Code général des collectivités territoriales. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires à l'établissement de cette redevance. Les élus sont invités à délibérer. Merci, Monsieur Moreira. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 12, la redevance pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité au titre de l'année 2025. Monsieur Jean-Claude Bonnet-Mailleur. Bonsoir. Le conseil municipal doit fixer la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité en tenant compte du chiffre de la population totale issue du dernier recensement et dans la limite des plafonds autorisés par les lois et règlements. Cette redevance s'élève à 26 042 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le calcul de la redevance comme exposé, de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires à l'établissement de cette redevance. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Bonnet-Mailleur. Y a-t-il des questions et des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, merci. Le point suivant, la délibération numéro 13, la redevance pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, cette fois pour l'année 2025. Monsieur Jacobi. Bonsoir à toutes et à tous. Le conseil municipal doit fixer le montant de la redevance de l'occupation du domaine public pour le transport et la distribution de gaz pour 2025. GRDF n'a pas encore communiqué à la ville le linéaire 2024. Ce qui ne nous empêche pas d'appliquer la redevance de 2023, qui représente un montant de 2 776 € pour 53 km. Il est donc demandé au conseil municipal de fixer le montant de la redevance due au titre de l'année 2025 pour l'occupation du domaine public par le réseau de transport et de distribution de gaz au taux maximum, en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l'année 2024 par GRDF. De fixer le montant de cette redevance en tenant compte de l'évolution sur un an de l'indice d'ingénierie à partir de l'indice connu au 1er janvier 2025, soit une évolution de 42%. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires à l'établissement de cette redevance. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Jacobi. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 14, Monsieur Moreira, sur la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la ville et GPGE, donc Grand Paris Grand Est, pour des travaux de voirie sur la rue du Temple. Merci. Suite aux travaux d'assainissement réalisés par GPGE, la commune souhaite réaliser des travaux de réfection de la voirie située rue du Temple, au titre de sa compétence en matière de voirie, afin d'améliorer la qualité de vie dans le quartier. Afin d'éviter la réalisation de travaux successifs sur cette voie et de mutualiser les interventions et d'optimiser leurs coûts, la ville a fait part de son accord pour confier à GPGE la maîtrise d'ouvrage des travaux de la réfection de la chaussée et de l'ensemble de l'opération. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver les termes de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Neuilly-sur-Marne et l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est pour la réalisation des travaux de voirie sur la rue du Temple. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document s'y rapportant, le cas échéant, et à la résilier. Les élus sont invités à délibérer.
Merci Monsieur Moreira. Donc c'est un investissement important qui est fait pour la première fois depuis très longtemps dans le secteur, ainsi que dans le quartier plus haut des rues Chemin des Princes notamment, un quartier un peu éloigné, un peu excentré, mais qui n'en reste pas moins un océan. Et donc c'est la raison pour laquelle on souhaite maintenir tous ces investissements et améliorer la qualité de vie des différents quartiers et de tous les quartiers. Y a-t-il des questions ou des observations ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci pour les habitants de la rue du Temple. Le point numéro 15, Monsieur Slimani, sur le taux de la part communale de la taxe d'aménagement dans certains secteurs de la commune. Une délibération que l'on retrouve. Bonsoir. La taxe d'aménagement est un impôt local perçu par la commune, le département et par la région Île-de-France. Cet impôt sert principalement à financer les équipements publics tels que les écoles, les transports, etc. Cette taxe est ainsi due pour toute opération d'aménagement, de construction ou d'agrandissement des bâtiments, ainsi que pour les opérations soumises à autorisation d'urbanisme. Les délibérations des 23 novembre 2017, 18 septembre 2019 et 21 septembre 2022 ont permis au conseil municipal de fixer à 20% le taux de la part communale de la taxe d'aménagement dans des secteurs délimités, correspondant notamment aux abords de l'ex-RN 34, au secteur des délaissés de la 103, au secteur Ville-Évrard et à l'entrée de Ville-Ouest. La délibération du 21 septembre 2022 a précisé dans un document l'ensemble des parcelles concernées par le taux majoré à 20%. Toutefois, au sein de cette délibération, des incohérences ont été constatées entre les deux annexes concernant le plan et le tableau. Dans un premier temps, il s'agit simplement de corriger le tableau dans lequel des erreurs s'étaient glissées afin de s'assurer de l'application du bon taux sur chaque parcelle du territoire communal. Dans un second temps, le périmètre est complété par l'ajout de parcelles sur lesquelles doivent se développer une opération de diversification de l'offre de logement dans le secteur du quartier prioritaire de la politique de la ville de Valcoto, dans le cadre du projet du renouvellement urbain. Il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération avant le 1er juillet pour une application l'année suivante du nouveau périmètre. Il est donc proposé à l'Assemblée, premièrement, de conserver le taux majoré à 20% pour la part communale de la taxe d'aménagement sur les secteurs tels qu'identifiés dans la délibération du 21 septembre 2022 et précisé à l'échelle parcellaire par le tableau joint en annexe. Deuxièmement, de préciser que le taux de 4% fixé par délibération du 17 novembre 2011 demeure en vigueur en dehors de ces secteurs. La présente délibération est valable pour une période d'1 an et s'appliquera à partir du 1er janvier 2026 et est reconduite de plein droit si une nouvelle délibération n'est pas prise avant le 1er juillet pour une application l'année suivante. La délibération, le plan et le tableau seront annexés au plan local d'urbanisme intercommunal. Troisièmement, de charger le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques. Le Conseil est invité à délibérer. Merci Monsieur Slimani. Donc cette taxe d'aménagement majorée permet aussi de freiner les projets qui pourraient avoir lieu, puisque ça permet d'avoir une redevance. Alors c'est pour les projets d'envergure, hein, c'est pas pour freiner des particuliers qui voudraient refaire leur pavillon, ça ne les impacte pas. C'est surtout pour freiner les projets sur les grands espaces. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 16, les décisions modificatives des différents budgets ville, port de plaisance et hébergement touristique. Monsieur Lepont. Bonsoir à tous. Quelques ajustements de budget sans conséquence. Je vous propose de vous les énumérer et on reviendra pour les votes budget par budget. En ce qui concerne la ville, pour un ajustement de 6 000 € en recettes et en dépenses,
En ce qui concerne le port, 76 000 € en raison d'un décalage dans la perception d'une subvention, enfin de 2 subventions, région et métropole. Et en ce qui concerne l'hébergement touristique, pour 20 000 €, révision dans l'évaluation des recettes. Vous trouverez en annexe le budget principal et les budgets annexes rectifiés. Je vous propose donc d'adopter budget par budget la présente décision modificative chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Donc pour le budget ville. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Moche. Non, pas de questions, pas des observations. On va voter contre tous les points. Les 3 donc, oui, Ok, donc je fais un vote groupé. Enfin, je détaille, mais y a-t-il des budgets villes? Y a-t-il des voix contraires en dehors de celles qui ont déjà été exprimées? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Donc 4 contre. Ok. Budget du port de Plaisance. Y a-t-il des votes contre? Enfin, oui, 4. Y a-t-il des abstentions? Ok, adopté. Et le budget hébergement touristique, y a-t-il des votes contre en dehors des exprimés? Non. Y a-t-il des abstentions? 4 contre. Je vous remercie. Merci Monsieur Lepont. Monsieur Denis pour la demande d'autorisation d'entrée au capital de la SCCV Neuilly-Leclerc 137. Merci Monsieur le maire. Suite à la consultation menée par la commune de Neuilly-sur-Marne pour le nouvel alignement de l'ex-RN34, la société immobilière Île-de-France a acquis des parcelles à Neuilly-sur-Marne pour développer un projet immobilier, en collaboration avec la GCI via la création de la SCCV Neuilly-Leclerc 137. Pour s'assurer de la bonne réalisation du projet, Île-de-France propose de céder 180 parts sociales à la Séminoc afin qu'elle détienne 15% du capital de la SCCV. Conformément à la législation, cette participation doit être approuvée par la ville. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'entrée de la Séminoc dans le capital de la SCCV, à autoriser la souscription des parts sociales et à permettre à ses représentants d'approuver cette participation. Les élus doivent délibérer sur cette proposition. Merci Monsieur Denis. Donc c'est toujours pour élargir la RN34 et pour pouvoir accueillir ce fameux TCSP qui avance et qui avance bien. On a quand même quelques sujets avec entre Neuilly-Plaisance et le Perreux, mais de notre côté tout avance très bien et c'est pour maîtriser le foncier et éviter d'avoir un opérateur qui fait un peu ce qu'il veut. Et donc ça nous permet d'avoir le contrôle des choses par la Séminoc. Y a-t-il des questions et des observations ou des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Les abstentions, 4 abstentions. C'est noté, merci, c'est adopté. Monsieur Slimani à nouveau sur la vente d'un bien immobilier, toujours le même, rue du Poilu. Est-ce que vous arrivez à le vendre? La commune est propriétaire d'un pavillon d'une surface de 74 mètres carrés situé 14 rue du Poilu sur la parcelle cadastrale AM101 et d'une contenance de 392 mètres carrés. Le bien a été acquis par la ville en 1976 et confié en gestion jusqu'en décembre 2021 à la Séminoc. Le bien n'étant plus loué et se trouvant dans un état non habitable, la ville a décidé de vendre ce dernier. Suite au désistement des précédents acquéreurs, il convient d'abroger la délibération du 13 mars 2024. Dans ce cadre, il est proposé de vendre ce pavillon à un autre particulier au même prix de 220 000 €. Ce bien sera vendu libre de toute occupation. Il est donc demandé au conseil municipal d'abroger la délibération relative à la cession du pavillon situé 14 rue du Poilu à Neuilly-sur-Marne, d'autoriser la vente par la commune à l'acquéreur ou à toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait, du pavillon 14 rue du Poilu à Neuilly-sur-Marne au prix de 220 000 €, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique et tous les actes liés à ce transfert de propriété et de désigner Maître Bancarel ou tout autre notaire de l'office notarial de Neuilly-sur-Marne pour assister la commune. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Simonier. Donc c'est le même bien, le même prix, simplement je pense que le prêt, je crois que c'est une sorte de prêt qui n'a pas pu se faire et donc du coup il s'est désisté. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions?
C'est adopté. Le point suivant, Madame la première adjointe, contrat local d'accompagnement à la scolarité, donc le dispositif classe avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale pour l'année 2024-2025. La branche famille de la sécurité sociale poursuit donc l'ambition de soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants à travers les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, donc classe. Le CLASS est un dispositif d'appui à la scolarité en direction des enfants scolarisés de la primaire jusqu'au lycée et qui vise donc à une meilleure égalité de chance et à la prévention surtout de l'échec scolaire. Ces actions donc ont lieu en dehors du temps scolaire, entre autres, et sont articulées avec des projets d'établissement scolaire, des actions qui sont menées aussi par les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement surtout des parents. Cette présente convention précise le mode de calcul, les conditions et modalités de versement de la subvention, ainsi que les engagements de la ville et de la CAF. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention avec la CAF de la Seine-Saint-Denis et les documents qui affèrent. Merci, Madame la première adjointe. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Le point suivant est relatif à la prise en charge partielle du prix des repas des agents de la collectivité. Et donc, dans la suite des dispositifs que nous avons lancés au sein de la ville pour améliorer la qualité de vie au travail au sein de la ville de Neuilly-sur-Marne et renforcer également l'attractivité de la collectivité, nous souhaitons proposer une contribution de la ville en tant qu'employeur à une offre de restauration avec des produits frais, locaux, avec une mise en place d'un réfrigérateur connecté également. Et donc la participation de la ville s'élèverait à environ 30% du prix du repas et la prise en charge du réfrigérateur qui n'est pas gratuit. Et donc c'est dans ce cadre que nous proposons à l'Assemblée d'approuver la mise en place de la prise en charge partielle du prix des repas consommés par les agents permanents durant la pause méridienne, de décider de fixer le montant de la participation de la collectivité à hauteur de 2 € sur 7 par jour et par agent qui seront facturés par l'entreprise titulaire du marché, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et d'inscrire l'ensemble des dépenses au budget de l'exercice en cours. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Oui, merci. Il y aura au moins 2 questions et une observation. Vous nous invitez à délibérer sur un dispositif de prise en charge partielle qui entrerait dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au travail des agents municipaux en proposant la mise à disposition d'une solution de restauration. Prendre en compte leur qualité de vie au travail est aussi un levier essentiel pour concilier vie professionnelle et vie privée. Avoir un dispositif de restauration collective y contribue évidemment. Toutefois, celui que vous proposez nous interpelle. Peut-être que vous l'habillez socialement, il est précisé dans la délibération que les plats proposés seront réalisés à partir de produits frais, majoritairement achetés à des petits producteurs. Comme vous ne nous avez pas fourni le cahier des charges de ce marché, cette affirmation n'engage du coup que le rédacteur. Comme nous ne voulions pas non plus rester sur un a priori, en parcourant le point 22 de cet ordre du jour, nous prenons connaissance de la décision 2025-88 que vous avez prise depuis la dernière séance. Celle-ci fait référence à la mise à disposition d'un réfrigérateur connecté par la société Phytologie pour un montant annuel de 30 000 € hors taxe. Première question, les 2 sujets sont-ils le même sujet? Si oui, pourquoi avoir choisi cette société qui, selon nos recherches, encore une fois sur Internet, et il n'y a pas grand-chose, est un traiteur domicilié à Sartrouville, dans les Yvelines, avec son siège social dans le 2e arrondissement de Paris. Deuxième question, notre formidable unité de production culinaire, qui est la cuisine centrale, a-t-elle été sollicitée pour répondre à cette nouvelle offre en direction du personnel? Enfin, et les agents s'en souviennent très bien, il existait dans notre ville une structure d'insertion dont les employés communaux pouvaient aller se restaurer sur la pause méridienne. Une convention avec la ville permettait la prise en charge d'une contribution à hauteur de 4,50 € sur le prix du repas. Aujourd'hui, l'ex-Martin Pêcheur est fermé depuis plusieurs mois. De fait, remplacer un établissement avec un statut d'économie sociale et solidaire pour un modèle capitalistique était voué à ce gâchis et nous continuons à le déplorer. Dans l'intérêt des agents, nous voterons pour, mais nous serons très attentifs sur l'issue de cette expérimentation.
Monsieur Hamache, alors sur les différents points que vous avez soulevés, donc effectivement c'est la société Phytologie qui est attributaire du marché, qui a été passé. Donc le marché a été publié, on a eu des offres qui ont été faites par les différentes entreprises et c'est un service, c'est pas que le réfrigérateur qui coûte ce prix, c'est le service d'alimentation d'alimentation quotidienne, quelle que soit la quantité en réalité. Et c'est la raison pour laquelle on a mis que c'était une expérimentation et qu'on pourrait développer par ailleurs. Si on en prend plusieurs, ça coûtera moins cher et d'ailleurs ça coûte moins cher que le montant, c'est le montant maximum. Nous avons choisi cette option parce que la cuisine centrale prépare des produits chauds et ils doivent être consommés avec quelqu'un qui les distribue le jour même. Là, l'offre de réfrigérateurs connectés est totalement différente. Dans beaucoup d'entreprises ou dans d'autres collectivités, et Phytologie travaille avec des collectivités comme avec d'autres entreprises, et de nombreuses. Ça fait partie des références qui ont été prises en compte. Le frigo connecté, le réfrigérateur connecté fonctionne de la manière suivante. Vous avez plusieurs plats qui sont proposés. Vous les commandez sur votre smartphone, soit le jour même, soit la veille. Vous les réservez, ils vous attendent et ils sont préparés le jour même, la veille ou l'avant-veille maximum. Et donc, ils sont changés assez régulièrement. Ce qui permet d'avoir une offre variée et d'avoir une offre de qualité qui est proposée aux agents. Là, l'avantage, c'est que si on passait par la cuisine centrale, il faudrait que l'agent commande la veille absolument et même plusieurs jours avant, parce que ce qui est proposé au sein de la cantine, c'est en réalité, si vous annulez votre réservation moins de 2 jours avant, en réalité, vous êtes facturé de la prestation. Et le coût de revient de la prestation par la cuisine centrale est à plus de 11 €. Là, c'est 7 € avec une prise en charge de 2 €, donc de 30% par la collectivité. Donc en réalité, ça coûte moins cher. Ce sont des produits frais, de qualité, qui ont été testés par les ressources humaines notamment, et par différentes personnes des services, de manière à ce que l'offre soit qualitative. Et enfin, sur le dernier point, honnêtement, quand vous comparez ça avec Insertion Défi Économique, puisque c'était l'association qui était en charge de la gestion du restaurant dont vous avez parlé, à la fin, il y avait moins de 10 personnes par jour qui allaient. Moins de 10 personnes, donc ça ne touchait strictement personne. Et très honnêtement, on en a déjà parlé, mais verser plus de 400 000 € de subventions publiques par an pour faire tourner un restaurant qui n'a inséré en 5 ans que 5 personnes, pas selon nos chiffres, selon les chiffres qui ont été donnés par Insertion Défi Économique. Enfin, honnêtement, c'est pas satisfaisant. Alors qu'on veuille faire de l'insertion, c'est une bonne chose. L'Iroko en fait, et c'est avec l'ESAT notamment, et c'est un formidable lieu, et j'encourage vraiment tout le monde à y aller. En plus, il rouvre le 19 mai avec une cuisine totalement refaite, c'est dans le magazine municipal. L'Iroko est efficace, et on les soutient, et vous avez vu, il y a une pleine page dans le magazine pour essayer d'inciter tout le monde à y aller. Quand il y a une association soi-disant d'insertion qui ne fournit que 10 personnes, enfin, je vous dis 10 personnes, à la fin, il y avait 4 ou 5 personnes par jour qui allaient. Donc c'est pas satisfaisant. Et encore une fois, 400 000 € de subventions publiques par an. Vous et moi, on ne se satisfait pas, enfin, on peut pas se satisfaire de ça. Alors que les repreneurs avec lesquels nous sommes en contentieux n'aient pas joué le jeu, on est totalement d'accord. Et pardon, mais il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été publié. Eh ben, on a choisi en fonction des dossiers et des prestations qui avaient été proposées. Là, on a repassé un nouvel appel à manifestation d'intérêt. On a trois restaurateurs qui se sont proposés, et d'ailleurs on les reçoit dans les jours qui viennent, et je suis certain qu'on aura une offre de qualité. Mais on peut pas se satisfaire de 400 000 € de subventions qui sont jetées par la fenêtre tous les ans pour un résultat d'insertion qui est nul. 5 personnes en 5 ans, c'est pas satisfaisant. Enfin, on peut refaire le débat tant que vous voulez, hein, mais moi je m'en satisfais pas. Et il en reste pas moins que là, les nouveaux repreneurs paieront un loyer et créeront de l'emploi local. Vous savez qu'on est en manque notamment de Vous allez voir les restaurateurs sur Neuilly-sur-Marne, ils vous disent pas que ils croulent sous les candidatures, hein. Ils ont du mal à recruter. Vous allez voir tous les restaurateurs de Neuilly-sur-Marne, et de partout d'ailleurs. Mais vous allez les voir, on manque de personnes. Donc s'il y a des personnes qui veulent être embauchées et bosser dans la restauration, pour tous les métiers de la restauration, je suis certain que le nouveau repreneur les embauchera. On manque de personnel qui veut s'investir.
Et on les prend à tous les niveaux en réalité. Donc voilà, pour la réponse à votre question. Y a-t-il d'autres questions, observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci pour les agents. Le point suivant, la modification du tableau des effectifs, donc qui fait suite à la mise en cohérence avec les grades des différents agents, soit recrutés en externe, soit en mobilité interne, soit une mise en cohérence avec le nouveau grade de l'agent ou suite à un reclassement. Et donc vous avez le détail sur les différents services qui sont concernés. Il y a une dizaine de services concernés. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Et le dernier point, les décisions prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, vous les avez toutes listées. Et donc effectivement, et tous les marchés, vous disiez que vous n'en avez pas eu connaissance, tous les marchés sont publics, enfin tous les cahiers des charges sont disponibles. Hein. Il n'y a rien de caché. Donc, en plus, on facilite les choses. Le site a été refondu, refait de manière à ce que ce soit accessible de manière plus simple. Donc franchement, si vous voulez regarder, n'hésitez pas et toutes les décisions sont même affichées au rez-de-chaussée. Pas d'observation, on prend acte. Je vous en remercie, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée.